Bonjour à tous. Je préparais une vidéo sur un ouvrage qui abordait un aspect spécifique de la psychogénéalogie, et puis je me suis dit, mais si on commençait par le début, c'est-à-dire qu'est-ce que la psychogénéalogie? Alors, je suis psychogénéalogiste. C'est un des outils, enfin, une méthode plutôt que j'utilise dans une prise en charge plus globale avec la psychologie clinique, avec la psychonaturopathie, etc. Euh, alors pourquoi? Parce que on peut pas faire de psychogénéalogie sérieuse sans avoir quand même une formation et un passif de psychologie, de psychologie, hein. On s'improvise pas psychogénéalogiste un stage de week-end. Ce sont des outils que vous pouvez acquérir pour vous, pour l'appliquer à vous, mais pas pour en faire métier. Alors, qu'est-ce que la psychogénéalogie? C'est une discipline qui a été développée dans les années 70 par Anne Ancelin, et là, je vais lire parce que je ne suis pas germanophone, Schutzenberger. Je dis toujours Anne Ancelin, je ne suis pas la seule d'ailleurs. Anne Ancelin est psychanalyste de formation. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a appliqué la théorie de l'inconscient, hein, qui avait été élaborée d'abord par Freud et puis par les, les- les psychanalystes suivants, avec des différences, j'allais dire des dérives, oui, parce que je pense à Jung, des différences, des subtilités, etc. Et elle a dit, mais ce qu'on peut appliquer de soi à soi, on peut l'appliquer de soi aux ancêtres. Alors aux ancêtres au sens large, hein, ça peut être déjà les parents, hein, la première génération. Euh, et c'est intéressant parce que rapidement, quand on est en thérapie, on va parler de son présent et à un moment on parle de son passé. Ou alors on va parler de son présent et à un moment on va parler de personnes qui ont vécu avant nous, hein, on va parler de ses parents, de ses grands-parents, etc. On va parler de ses frères et sœurs, et donc on mobilise cet arbre généalogique. Alors, c'est quoi l'inconscient? L'inconscient, donc ça a été, c'est la théorie élaborée par Freud, hein, donc à la fin du 19e siècle. Donc, il considère que l'appareil psychique est composé de trois, on va dire, compartiments, hein, la conscience, hein, le conscient, le préconscient et l'inconscient. Donc, si vous voulez, c'était le plus visible, le conscient, et puis le préconscient, puis l'inconscient qui est le plus au fond, on va dire. Si on imagine une grotte, vous êtes à l'entrée de la grotte avec vous êtes en dehors de la grotte avec le conscient, préconscient, vous êtes à l'entrée de la grotte, et l'inconscient, vous êtes dans la grotte. Donc, le conscient, il fait un lien entre vous et la réalité, c'est-à-dire votre perception de la réalité, ce qu'on appelle en psychanalyse le réel. On fait la différence entre la réalité et le réel. La réalité, c'est la même chose pour tout le monde. Le soleil, en France, le soleil se lève à l'est. Voilà, bon. C'est une réalité. Mais après, euh, la chaleur est étouffante en France, c'est mon réel. Pour certains, il fait froid. Si vous faites venir un Africain en France, il va avoir froid, là où nous, on aurait plutôt chaud. Donc, c'est la perception. Donc, on a le conscient. C'est un peu le conscient, c'est je pense donc je suis de Descartes, hein. C'est-à-dire qu'on appréhende le monde avec son mental, avec sa pensée. On le décrypte avec sa pensée, avec le raisonnement, avec la réflexion. La deuxième zone, c'est le préconscient. Alors, c'est une espèce de filtre euh, où se trouve, enfin, c'est pas un filtre vraiment, parce que ça c'est par excitation, mais c'est une espèce de zone intermédiaire où se trouvent des éléments qui sont un petit peu inconscients, mais facilement accessibles à la conscience. Par exemple, vous n'avez pas du tout envie d'aller voir votre tante Marthe. Et vous savez que vous devez y aller mardi à 14 heures. Et puis le téléphone sonne et vous êtes avec votre amie Aline au téléphone, vous êtes au téléphone et tout d'un coup vous apercevez qu'il est 15 heures.
vous avez raté le rendez-vous avec la tante Marthe. Ça, c'est votre conscient vous dit, j'ai raté mon rendez-vous avec la tante Marthe. Votre préconscient fait très rapidement le lien, il n'y a pas besoin de faire 7 ans de psychanalyse, entre le fait que vous n'aviez pas envie d'y aller et le fait que vous avez raté l'heure, hein. Donc, on n'est pas dans des choses très, 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 très enfouies. Par contre, savoir pourquoi vous n'aimez pas tante Marthe alors que, a priori, elle est adorable avec vous, ça peut être de l'ordre de l'inconscient. Il est possible que vous ayez peut-être que dans votre petite enfance, la tante Marthe, vous l'avez entendu dire des horreurs à votre mère, qui est sa sœur, et que ça vous a choqué, et que c'est resté en vous, et que maintenant vous vous dites, cette tante Marthe, elle a beau avoir l'air toute gentille, elle a été atroce avec ma mère. Et par loyauté avec ma mère, je ne peux pas aimer tante Marthe. Vous voyez? Donc, c'est ces tranches qui font que on a toute une vie psychique, mais certaines choses sont plus ou moins enfouies. Donc, le préconscient, il est comme le conscient, hein, il fonctionne beaucoup avec les mots. Et puis, on a donc ce fameux inconscient. Alors, lui, c'est tout ce qui est inconnu, tout ce qui est caché, tout ce qui est refoulé, c'est-à-dire, hop, renvoyé parce que ça dérange, parce qu'on trouve pas ça acceptable, parce que on trouve ça traumatisant, parce que on n'est pas fier de nos actes, de nos pensées, ou parce qu'on était trop jeune pour traiter l'information. Par exemple, vous avez été témoin d'une dispute violente entre vos parents. Il est possible que cette dispute aille dans l'inconscient parce que, en tant qu'enfant, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé ou vous avez trouvé ça tellement insupportable, puisque vos deux figures parentales stables qui se disputent, qui se déchirent, c'est angoissant, donc vous l'avez mis dans votre inconscient. Et puis, on y trouve aussi tout ce qui relève de ce qu'on appelle l'amnésie infantile, c'est-à-dire, ah, excusez-moi, je branche mon ordinateur avant qu'il ne me lâche. Hop, c'est du direct, je ne fais pas de montage. Donc, j'en étais à l'amnésie infantile, pardon. Et donc tout ce qui s'est passé avant l'âge de 2 ans, et puis partiellement tout ce qui s'est passé entre 2 et 5 ans à peu près. 2 et 6 ans. Après, il y a des personnes qui se souviennent très bien de ce qu'ils ont vécu à 4-5 ans et d'autres beaucoup moins. Donc voilà, c'est l'inconscient, la base. Et puis il y a l'inconscient de Jung qui va beaucoup intéresser la psychogénéalogie. Et d'ailleurs, beaucoup de psychogénéalogistes sont entre guillemets jungiens avant d'être psychogénéalogistes. Parce que Jung, on lui doit le concept d'inconscient collectif. Donc c'est un psychiatre qui a été un peu disciple de Freud avant qu'il élabore des choses qui allaient un peu à l'encontre de ce que pensait Freud. Chaque ego, hein, de coq, vous voyez ce que ça donne, chacun part dans son coin, chacun élabore sa théorie, et je dirais, et c'est tant mieux, parce que plus il y a de théories, plus on réfléchit, plus on prend ce qui nous convient, et ça évite une espèce de doxa imposé en disant c'est comme ça et pas autrement. Donc, notre ami Jung, il pense que notre inconscient collectif, il est partagé par toutes les personnes qui partagent la même culture. L'inconscient collectif, je dis n'importe quoi, d'un pygmée de 1900 n'est pas le même que l'inconscient collectif d'un viking. Bon, voilà. Je caricature, mais pour expliquer. Donc cet inconscient, il est composé de symboles, il est composé d'archétypes, hein, le sage, l'altruiste, l'explorateur, etc. Qu'on peut retrouver hein, d'une culture à l'autre, mais hein, le sage en Chine, en Chine, en Europe, en Afrique, on le trouve partout. Mais il y a des variantes quand même. Et puis des motifs universels qu'on retrouve dans les mythes, dans les légendes, dans les religions, etc. Tout ça, ça fait un espèce d'agglomérat mais construit, et ça crée un inconscient collectif d'un village, d'un pays et d'une famille. Puisque une famille, elle est inscrite dans une culture. On est tous inscrits dans une culture. Donc, on hérite de mémoires
consciente, hein, on se retrouve là bientôt à Noël, voilà, c'est souvent l'occasion de rappeler des choses. Ah, tu te souviens de tel Noël, tu te souviens de cet événement, etc. Donc là, on est dans la mémoire consciente, et puis on a des mémoires inconscientes. Et la thérapie psychogénéalogique, elle va permettre de mettre à jour cet inconscient pour s'en libérer et pour ne plus reproduire des modes de vie, hein, ne plus être loyal à des pratiques ancestrales qui ne nous font pas de bien. Euh, Il y a une psychologue qui n'est pas psychogénéalogiste, mais que beaucoup québécoises que beaucoup connaissent, qui s'appelle Lise Bourbeau, qui racontait que un jour on lui a demandé pourquoi elle coupait le jambon, les deux bouts du jambon avant de le faire cuire. Vous savez, les gros jambons là. Et elle a dit je sais pas, j'ai toujours vu ma mère faire ça. Et donc elle a demandé à sa mère pourquoi sa mère coupait les deux bouts. Et sa mère a dit je sais pas, j'ai toujours j'ai toujours vu ma mère faire ça. Donc elle a fini par demander à sa grand-mère. Je vous rassure, ça s'arrête là. Heureusement, parce que après, quand on remonte, ils sont souvent plus de ce monde. Pourquoi elle avait coupé et elle lui a dit non, mais c'est pas, c'est tout simplement parce que quand j'ai commencé à apprendre à cuisiner, on était pauvres, on avait une toute petite casserole et le jambon rentrait pas dedans. Donc on arrive. Alors c'est une anecdote, mais les loyautés familiales, c'est et les répétitions familiales, les pratiques familiales, on les retrouve comme ça. On ne sait pas pourquoi. On va reparler du génosociogramme, mais c'est assez incroyable. Moi, quand j'ai fait ma formation, il a fallu commencer par le mien, hein, comme quand on soigne les gens, il vaut mieux commencer par se soigner soi-même. Et, euh, et on s'aperçoit de choses, de répétitions. Il y a ce qu'on appelle le syndrome d'anniversaire qui fait que, par exemple, tous les ans, à telle date, il y a quelque chose qui se passe dans la famille. Alors, pas tous les ans, pardon, mais la même chose pas le 22 septembre 2010, et puis le 22 septembre 1990, et puis le 22 septembre 1900, etc. Il s'est passé à peu près la même chose. Par exemple, je sais pas moi, une fausse couche ou un accident de voiture, enfin bref. Donc, on hérite d'inconscient collectif. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a ce qu'on appelle l'intergénérationnel. C'est le lien psychique conscient entre les membres d'une famille. On va dire, on est paysan dans la famille, de père en fils. Chez nous, c'est important. On est des juifs orthodoxes. On respecte la pratique enfin, orthodoxe au sens, voilà, hein, qui suit le dogme à la lettre. Ou dans la famille, on a honte d'être pauvre, alors on montre pas, hein. Vous avez des gens qui disent d'ailleurs, hein, mieux vaut faire envie que pitié. Donc on se montre sous son meilleur jour pour que surtout on sache pas qu'on est pauvre. Il y a comme ça des choses dont on a conscience. En général, c'est ce qu'on trouve tout de suite quand on commence à faire son arbre généalogique en psychogénéalogie, qui s'appelle le génosociogramme, que je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis, à côté de l'intergénérationnel, on a le transgénérationnel, qui est le lien psychique entre les membres de la famille et les ancêtres. Mais là, on est dans l'inconscient. On a des ancêtres qui ont vécu des traumatismes et qui sont restés souvent occultes, cachés, mais gravés dans la psyché des descendants de manière inconsciente. Ce qu'on retrouve, par exemple, c'est ce qu'on appelait autrefois les filles-mères. On retrouve des gens qui ont été en prison. On retrouve des gens qui ont collaboré ou profité des guerres, vous savez, ce qu'on appelait les profiteurs de guerre. On retrouve des incestes, on retrouve des choses comme ça qui se répètent. Et on s'aperçoit que tant que c'est pas mis à jour et dit ouvertement, ça se répète. Donc, ce sont finalement des loyautés entre guillemets pernicieuses. Donc, on va utiliser en psychogénéalogie. Donc là, je vous montre la base. C'est pas le plus accessible, mais la base donc de Aïe mes aïeux de Anne Ancelin
Schunzenberger. Et alors, attendez, j'ai noté quelle page je devais vous montrer. Et donc, on va créer un génosociogramme. Page 90, excusez-moi. Non, ça sont ce sont les codes 126. Je vais vous en montrer un d'abord fini pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, on va utiliser ça. Donc, on retrouve l'idée comment ça s'appelle? Euh, de l'arbre généalogique, hein, vous voyez, avec voilà, du plus vieux au plus jeune, avec les différentes branches de la famille. euh, et puis, on a après donc c'est ça que je voulais vous montrer, on met des codes. Donc voilà, les cercles pour les femmes, les triangles pour les hommes, on met les mariages, on met les naissances, on met les divorces, on met les... je sais pas ce que vous voyez là, ce que je vous montre là, je suis à l'envers. Oui, c'est là. Voilà. On met les jumeaux, les morts, les fausses couches, les avortements, tous les maladies, etc. Euh, Moi, je me souviens d'une personne, par exemple, on a trouvé à chaque génération, il y avait eu un problème lié au sexe masculin, enfin, ou à l'appareil génito-urinaire masculin, au sens large. Toutes les générations, la personne était remontée jusqu'à ses arrière-arrière-grands-parents, toutes les générations ont trouvé. Soit des calculs rénaux, soit une opération du pénis, soit une opération des bourses. Enfin, je ne vais pas vous faire tout l'appareil, mais ou un problème, voilà, ou quelqu'un qui a été sur un champ de bataille et qui a perdu un de ses attributs, etc. Et on trouvait à chaque fois, et on a compris ce qu'il y avait derrière, quoi. Qu'il y avait quelque chose de l'ordre du masculin malade et que cette personne, en travaillant là-dessus, a pu se libérer d'un certain nombre de choses. Si je vous dis ça comme ça, vous allez trouver ça un peu étrange et tiré par les cheveux, mais je vous assure que c'est au contraire très très pragmatique et que rien qu'à rien qu'à faire ça, rien que quand on commence ce génosociogramme, il y a déjà des choses qui se libèrent. Je vais pas dire que c'est magique parce que c'est un travail, mais c'est quand même très très intéressant. Alors, on utilise le génosociogramme. Moi, j'utilise aussi en méthode projective. Alors, méthode projective, c'est-à-dire que on regarde quelque chose et ça fait remonter des choses de l'inconscient. Un exemple que tout le monde connaît, c'est le test de Rorschach, qui est un test projectif. Vous savez, c'est le test avec les taches d'encre. On le montre et puis la personne dit à quoi ça lui fait penser. Euh, Ça me rappelle le film du petit Nicolas avec un des enfants dont le père est très riche et qui voit des yachts, des voitures de luxe, etc. sur toutes les tâches. Euh, et puis, vous avez certains d'entre vous ont peut-être connu dans leur enfance le test de pâte noire chez les enfants, histoire d'une petite famille de petits cochons et l'enfant doit raconter ce qu'il voit sur l'image ou ce qu'il pense voir sur l'image. C'est aussi un test projectif. Donc là, j'utilise je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que la projection, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc j'utilise par exemple, alors pas seulement, les cartes des archétypes. Bon là c'est en espagnol, mais ça change rien. Je parle espagnol, je parle pas allemand. Donc vous avez voilà, l'exemple d'archétypes, ben, vous avez la victime, hein. Alors on utilise des archétypes de Jung, mais d'autres, on utilise par exemple le triangle de Cartman, hein, victime, bourreau et sauveur. On utilise plein d'autres choses. Donc la victime, vous avez quoi là? L'artiste, le Don Juan, l'ermite, le bon samaritain, etc. J'utilise aussi un autre exemple, un jeu sur les constellations familiales. C'est pas pareil du tout que la psychogénéalogie. Constellation familiale, pardon, on travaille sur le présent. C'est une approche systémique, c'est-à-dire que c'est une thérapie de groupe. On va travailler sur la famille et pas sur un individu. Je parlerai moins vite, je bredouillerai moins. Donc vous avez, voilà, j'accepte ton départ, dépendance, codépendance, les projections, la reconnaissance de la mère et du père. Est-ce que j'ai été reconnue au sens propre ou au sens figuré, etc.
Donc on utilise, enfin j'utilise le génosociogramme, j'utilise ça et puis évidemment l'entretien clinique. Mais la particularité en psychogénéalogie, c'est que il y a un gros travail actif du consultant entre les séances, puisque eh ben, le travail de généalogiste, il se fait par le consultant entre chaque séance. Il va à la pêche aux informations. Ça lui permet aussi de rencontrer la famille et puis de faire émerger des informations qu'il n'avait pas. Quelquefois, ça soigne aussi la famille, parce que parler de choses qu'on a longtemps tues et les mettre à jour, ça peut aussi faire du bien à tout le monde. Alors, donc, entre chaque séance, il y a un travail d'enquête, et puis c'est pas quelque chose qui se fait en deux, trois semaines, hein, parce qu'il faut digérer aussi les informations. Ça peut être quelque chose de lourd, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui apprennent que euh, un exemple fréquent, entre guillemets, de la mère a essayé d'avorter, ça n'a pas marché. Et donc, c'est un enfant, quelque part, avorté. C'est un enfant donc, voilà, qui est né hors désir. Alors, hors désir de la mère, hein. Si on rentre dans la psychologie du fœtus, qui m'intéresse aussi beaucoup, on peut se dire que cet enfant, il avait bel et bien l'intention de vivre. Donc, pour qui la psychogénéalogie? Alors, évidemment, des adultes. On va pas aller faire ce genre de travail avec des mineurs. Des gens qui sont prêts, des personnes, pardon, qui sont prêtes à s'investir concrètement, puisqu'il y a ce travail entre les séances. Et puis voilà, ça mobilise des choses qui peuvent être sur le moment un peu difficiles, mais voilà, libératrices. Vous savez, c'est un petit peu quand on a un furoncle et qu'il faut percer et que c'est pas très agréable de percer. Et puis c'est ce qu'on voit sortir le plus, c'est pas très agréable non plus. Mais après, ça vaut le coup parce que on est débarrassé de quelque chose de néfaste. Il y avait la question quand même que je voulais soulever des femmes enceintes parce que on s'est demandé est-ce que c'était le bon moment la grossesse? Et on s'est aperçu que la grossesse était une formidable période de retour du refoulé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui remontent par les rêves, dans la méditation. En plus, si vous avez oui, une préparation à l'accouchement de type sophrologie, méditation, aptonomie, tout ça, ça aide au retour du refoulé. Euh, et donc, c'est une période propice. Et puis, je dirais, se libérer pour mettre au monde une nouvelle vie qui ne sera plus impactée par une espèce de chaîne pathologique familiale, c'est aussi très beau. Donc, on travaille évidemment beaucoup plus en douceur avec les femmes enceintes. Enfin, moi, j'ai vraiment à cœur d'accompagner les femmes enceintes dans la douceur. Voilà. Mais, euh, mais c'est possible de faire une psychogénéalogie, une thérapie psychogénéalogique, pardon, pendant sa grossesse. Et pendant le postpartum, évidemment. Voilà, on se retrouve bientôt.